Nous sommes le 14 septembre et c'est à cette date que le monde célèbre la journée mondiale de la prostate. Pourquoi une attention particulière sur cet organe? Eh bien, cette glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, cette partie du corps est à l'origine du deuxième cancer le plus meurtrier au monde, le cancer de la prostate. Et pour cette célébration, nous allons ainsi à la quête d'une meilleure compréhension de ce cancer ravageur, surtout voir comment cela se manifeste, se dépiste et s'éradique. Nous avons rendez-vous avec le professeur Steve Ondiel, il est chirurgien urologue. Bienvenue dans votre capsule santé où nous vous proposerons 2 capsules par mois jusqu'en novembre pour mieux sensibiliser sur ces tumeurs silencieuses. Suivez-moi. Comme je l'ai dit, nous recevons le professeur Steve Ondiel ici dans le centre d'imagerie HOP, un centre spécialisé dans le diagnostic des cancers. Mais avant d'apprendre de lui, nous avons voulu apprendre de vous. Nous avons baladé notre micro pour vous demander ce que vous saviez de ce cancer et on regarde vos différentes réactions. Le cancer de la prostate, j'entends parler, mais je n'ai pas vraiment d'idée sur ça. Ce qui explique que je sois en manque d'informations, c'est parce qu'on n'est pas exposé à ce genre d'informations aussi. Et ce qui fait en sorte que nous puissions être en manque de ça. Et ça, c'est pour ma première hypothèse, je dirais comme ça. Et ma deuxième hypothèse, c'est que nous, personnellement, on ne se cherche pas aussi à connaître la profondeur de ce genre de sujets, au fait. Je pense que c'est juste un manque d'intérêt, je pense. Il y a par exemple le paludisme qui touche la majorité de la population, qui est une maladie qui est plus à vulgariser, par exemple, que la prostate, simplement. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue et merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout le plaisir est de moi. Et pour moi. Ce matin, avec vous, nous allons parler du cancer de la prostate. Elle est dit le premier cancer qui tue chez l'homme. Pourquoi est-il redoutable, ce cancer? C'est une très bonne question. En fait, le cancer de la prostate a une évolution insidieuse. Et ce qui fait que le plus souvent, les patients arrivent à des stades très avancés. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de cas de décès. Oui. Donc. Et comment se présente la situation au niveau national et à l'échelle du Congo? Bon, comme vous avez dit en préambule, déjà c'est le premier cancer de l'homme de plus de 50 ans. Ça, c'est une réalité. Et l'autre élément important, c'est que plus de 60% des patients consultent à un stade très avancé. Oui. Et ce qui fait que ça rend la prise en charge beaucoup plus difficile. Maintenant, par ailleurs, si au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire, notamment avec la présence des spécialistes, on a pu quand même essayer de faire des campagnes de sensibilisation, mais il faut reconnaître que on n'est pas allé très loin au niveau des autres localités du pays. Et donc, je pense que ça sera probablement un effort que fera le programme national de lutte contre les cancers pour essayer de sensibiliser également les gens à l'intérieur du pays. Professeur, est-ce que le poids de la culture, du tabou autour de tout ce qui a un lien avec la sexualité influence les maladies? Bon, c'est vrai que je me souviens, j'étais encore un peu plus jeune, quand on parlait du cancer de la prostate, on avait tendance à dire qu'il s'agissait des hommes qui avaient une activité sexuelle hyper intense. Bon, les données de la littérature actuelle disent plutôt le contraire, que c'est un élément protecteur. Donc, mais il faut reconnaître quand même que jusqu'à aujourd'hui, les patients qui ont le cancer en général, le cancer de la prostate, n'aiment pas trop en parler, car ils sont un peu étiquetés. Et c'est lié sûrement à ce côté tabou de la sexualité également. Mais qu'est-ce qui provoque le cancer de la prostate? Bon, c'est une maladie, comme la plupart des cancers, multifactorielle. Il n'y a pas vraiment une cause bien précise.
mais il y a des facteurs de risque. Donc, le premier facteur, c'est l'âge, les patients de plus de 50 ans. Le deuxième, c'est lié au mode de vie, le sédentarisme, le fait de ne pratiquer aucune activité physique. Et puis, l'alimentation, notamment une alimentation riche en graisse animale. Ce sont les éléments qui interviennent dans l'apparition du cancer de la prostate, mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a également l'hérédité. Oui. On a pu constater qu'il y a des familles où les gens font régulièrement le cancer de la prostate. Les enfants de femmes qui ont eu des cancers du sein sont également exposés au cancer de la prostate. Mais est-ce que l'environnement aussi peut aussi être à l'origine de ça? Oui, il y a des études anciennes qui ont démontré, par exemple, que les Asiatiques vivant aux États-Unis faisaient plus souvent le cancer de la prostate que ceux vivant en Asie. Donc, on a attiré des conclusions que l'environnement pouvait également jouer un rôle là-dessus. Et comment reconnaître les symptômes, puisque nous savons que plusieurs maladies ou bien plusieurs cancers sont asymptomatiques? S'agissant des signes, généralement, ce sont des signes urinaires, des troubles urinaires, parce que l'organe, donc la glande, la prostate, est au carrefour des voies urogénitales. Et donc, cette position fait que quand il y a une perturbation au niveau de la prostate, nécessairement, il y a une perturbation au niveau de la fonction urinaire. Et donc, les patients, généralement, ils ont une gêne à la miction, ils ont des mictions qui sont fréquentes, surtout la nuit. Ça gêne même le sommeil, puisqu'ils se réveillent plusieurs fois dans la nuit pour pouvoir uriner. Ils ont une urgenturie, donc une sensation impérieuse d'uriner. Ils sont obligés d'aller, quelquefois même, ils n'arrivent pas dans les toilettes, ils urinent déjà sur eux. Donc, tous ces éléments font que, à ce moment-là, les patients sont obligés de consulter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que les patients arrivent au moment où il y a de l'apparition des signes. Parce que lorsqu'il y a l'apparition des signes, ça veut dire qu'on est déjà à un stade avancé de la maladie. Ce serait plus intéressant que les patients se présentent à la consultation, généralement autour de 50 ans, avant l'apparition des signes urinaires, parce que ça permettrait de poser un diagnostic précoce et il y aurait plus de chances de pouvoir guérir de cette maladie dans ce cadre-là. Et comment se fait le diagnostic et quel examen clinique effectuer? D'accord. S'agissant du diagnostic, il y a deux phases. La première phase, c'est d'abord au niveau clinique. Donc, le patient est interrogé, on essaye de retrouver les différents signes qu'il peut avoir. On lui fait un examen qui est localisé surtout au niveau de l'appareil urogénital. On lui fera un toucher rectal pour essayer de caractériser un peu la prostate. On pourra également lui demander éventuellement une échographie, mais pour ça n'intervient pas vraiment dans le cas du diagnostic. Par contre, au niveau biologique, on demandera l'antigène spécifique de la prostate qui permet, quand la valeur est élevée, de suspecter un cancer de la prostate. Mais l'examen qui permet de poser le diagnostic positif de cancer de la prostate, c'est l'examen anatomopathologique des pièces de biopsie prostatique. Et comment ça se passe? Bon, généralement, après la réalisation d'une biopsie, c'est-à-dire qu'on a une pince avec une espèce d'aiguille, on va piquer au niveau par voie, le plus souvent nous ici on le fait par voie transrectale, mais elle peut se faire aussi par voie transpérinéale. C'est-à-dire pour les Congolais qui ne comprennent pas donc c'est-à-dire que au niveau anal, oui. Au niveau anal, on va à l'aide d'une pince à biopsie piquer la zone où est localisée la prostate. Et cette pince va permettre de prélever des tissus. Ces tissus vont être mis dans des flacons et ces flacons vont être analysés au laboratoire. Et c'est après l'analyse au laboratoire d'anatomopathologie que l'on posera le diagnostic de cancer de la prostate. Est-ce qu'au Congo, ici, nous avons un mécanisme fiable pour diagnostiquer ce type de cancer? Bon, on a essentiellement ce qu'il nous faut pour pouvoir poser le diagnostic. C'est vrai qu'en matière de plateau technique, il nous manque des éléments. Par exemple, en autre lieu, on fait des biopsies avec
l'imagerie à résonance magnétique, ce qui permet de pouvoir toucher les zones plus précises où on a le cancer, alors que nous, on est plus par voie digito-guidée ou bien à l'échographie pour pouvoir poser le diagnostic, pour pouvoir faire la biopsie. En dehors de ça, dans le bilan d'extension, parce que quand on pose le diagnostic du cancer de la prostate, après, il faut savoir à quel stade est la maladie. Et on est obligé de faire différents types d'examens, d'imagerie qui nous permettent d'orienter le diagnostic, donc de savoir précisément est-ce que la maladie est localisée ou bien elle a commencé à atteindre les autres organes. Et donc, on a un examen, par exemple, comme la scintigraphie, qu'on ne fait pas ici, qui permet de savoir s'il y a une atteinte osseuse, avec beaucoup plus de précision. Mais sinon, en dehors de ces manquements, on peut poser le diagnostic de cancer de la prostate. En quoi le dépistage est un facteur clé dans le processus de guérison de ce cancer? Bon, en fait, le dépistage permet de pouvoir détecter la pathologie à un stade précoce. Et si on le fait à un stade précoce, il existe des traitements curatifs à ce stade-là, c'est-à-dire des traitements qui permettent aux patients de guérir, notamment la chirurgie, donc la prostatectomie radicale, qui est réalisée par les urologues, et la radiothérapie, qui est normalement faite par des radiothérapeutes. Bon, c'est vrai que, et là je salue le professeur Nkwayepala, c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de réaliser la radiothérapie au pays. On espère que les mois ou les années à venir, ce problème pourra être réglé. Professeur, est-ce qu'il y a une différence ou bien comment distinguer le cancer de la prostate à une maladie hémorroïdaire? Maladie hémorroïdaire, c'est deux choses totalement différentes. La maladie hémorroïdaire, il s'agit en fait ici d'une dilatation des veines rectales qui vont provoquer la formation de varices. C'est une maladie qui est dans la zone rectale, liée à des veines qui sont dilatées, alors que le cancer de la prostate est une maladie, une néoformation maligne, donc une multiplication des cellules de façon anarchique au niveau de la prostate. Donc c'est deux pathologies qui sont totalement différentes. Ils n'ont aucun lien. Les signes même ne sont même pas pareils. Donc il y a vraiment une totale différence entre les deux pathologies. Mais pour des patients qui souffrent de la prostate, est-ce qu'ils peuvent avoir des relations intimes? Oui. Ça n'empêche pas d'avoir des relations intimes. Il y a une étude célèbre qui a fait même beaucoup de bruit, réalisée aux États-Unis, où il était question, on disait qu'il fallait avoir au moins 21 éjaculations par mois pour essayer d'être protégé contre le cancer de la prostate. Et dans cette même étude, on a eu à dire que même chez des cas qui sont malades, c'était bien d'avoir des rapports sexuels réguliers. Mais bon, il y a un petit bémol dans cette histoire-là, c'est que avoir des rapports sexuels réguliers dit que on a quand même une bonne condition physique. Donc, je pense que c'est beaucoup plus le fait d'être en forme physiquement qui joue que les rapports sexuels en eux-mêmes. Mais bon, c'est mon point de vue, mais ce qui est vrai, c'est que l'étude le disait. Le cancer de la prostate s'opère-t-il? Comment se passe la prise en charge en termes de traitement? D'accord. Mais déjà, il faut savoir que c'est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle concerne plusieurs acteurs. On a des urologues, on a des oncologues, on a des radiothérapeutes, et même dans la prise en charge, il y a le radiologue et l'anatomopathologiste qui interviennent. On peut même ajouter le psychologue. Donc tout ce monde se réunit et discute au cas par rapport aux différents types de patients. Et cela se fait en tenant compte de tous les examens que le patient a eu à réaliser. Et en fonction du stade, on décide de quel type de traitement on va proposer. Il existe de la chirurgie dans les formes localisées qui permettent de faire l'ablation de la prostate avec les vésicules séminales. Ce qui veut dire? C'est-à-dire qu'on va enlever la prostate et les vésicules séminales. Ça permet en général à un stade localisé quand il n'y a pas de marge positive. C'est-à-dire que quand on a fait la chirurgie, on n'a pas enlevé
des tissus, c'est-à-dire qu'au niveau de la pièce opératoire, on ne retrouve pas des zones, des marges positives. Donc, dans ces conditions, on peut guérir de la maladie. Il y a également la radiothérapie. Donc, on va envoyer des radiations au niveau de la prostate qui vont permettre de détruire tout le tissu cancéreux. Et ça permet également de guérir. Mais il y a des stades avancés où on ne peut plus guérir le patient de cette pathologie. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en proposant les médicaments, de ralentir le processus de développement de la maladie, ou bien de carrément l'arrêter, de permettre à ce qu'elle n'évolue plus. Et donc là, on utilise de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie, en fonction de l'évolution et de la façon dont le patient réagit au traitement, et on voit comment les choses vont avancer. Est-ce que tous ces examens-là, professeur, coûteraient aussi une somme assez pour un Congolais? Bon, il faut reconnaître que la radiothérapie, on ne la fait pas sur place déjà. Hein, ça, on est obligé d'aller à l'étranger. Ça coûte quand même. L'hormonothérapie et la chimiothérapie, ce sont des traitements qui sont assez coûteux. Hein, c'est pas facile pour un Congolais lambda de pouvoir avoir à disposition ces médicaments. C'est pourquoi d'ailleurs que ce serait bien qu'on arrive avec le CAMU à pouvoir prendre en charge les patients qui ont notamment le cancer de la prostate. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des produits au-delà de 200, 300 000, quelquefois même plus d'1 million pour certains traitements. Donc, c'est pas toujours évident pour tous les Congolais. Et docteur, nous avons réalisé un micro-trottoir. Vous vous êtes rendu compte que beaucoup des Congolais ne connaissent pas assez le cancer de la prostate. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de connaissances à travers ce cancer qui tue beaucoup plus l'homme? Bon, ben déjà à la base, il faut dire que c'est vrai qu'on a eu à faire de la sensibilisation, en passant à la télé, en faisant des émissions sur le cancer de la prostate. Il y a eu notamment le professeur Bouya qui a eu à faire plusieurs émissions, le professeur Odebe, le professeur Ondongatipo. Mais il faut reconnaître quand même que il serait nécessaire d'aller également sur le terrain et que cette maladie ne concerne pas que les Brazzavillois et les Ponténégrins. Ce serait important également d'aller dans d'autres territoires du pays pour pouvoir en parler. Et là, ça nécessiterait une grosse mobilisation. Donc là, je pense que ça sera un travail qui sera probablement fait par le programme national de lutte contre le cancer. On a, par exemple, chez la femme, le mois d'octobre, qui est Octobre Rose, le Octobre Rose, c'est connu. on en parle régulièrement. Mais par contre, au mois de novembre, novembre bleu, ce n'est pas très populaire parce qu'il n'y a pas encore vraiment eu des ressources qui ont été mises là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui sera corrigé dans les mois et les années à venir. Professeur, on va aller, nous tendons vers la fin de notre échange ce matin. Mais parlez-nous un peu de la prévention. Comment se prémunir du cancer de la prostate? Bon, en termes de prévention, c'est un peu lutter contre les facteurs de risque. C'est-à-dire que déjà l'âge, on ne peut pas lutter avec l'âge. 50 ans, on ne lutte pas avec ça. Mais par contre, on peut essayer de faire un peu de sport. On peut essayer d'avoir une alimentation un peu plus saine, notamment en réduisant un peu l'apport de graisse animale. Bon, il y a certains produits alimentaires, notamment la tomate, les courges, que des études ont permis de démontrer que ceux qui en mangeaient régulièrement ça avait une valeur protectrice pour le cancer de la prostate. Donc, c'est des éléments à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le message important serait de demander à tous les Congolais, dès l'âge de 50 ans, de consulter pour essayer de faire un dépistage. Parce que ici, c'est un dépistage individuel qui se fait. Et si c'est un patient qui a une maman qui a eu un cancer du sein, ou bien alors qui a eu des frères, ou bien un papa qui a eu un cancer toujours de la prostate, de consulter à 45 ans, de venir, parce que plus tôt la maladie est détectée, mieux c'est, et on peut plus facilement prendre en charge. Professeur, nous sommes à la fin de notre échange avec vous ce matin. Un mot, un message pour les Congolais, des hommes qui vous suivent?
Ce qu'il y a à dire, c'est que le cancer de la prostate n'est pas une fatalité. Déjà, tous les cancers, hein, ce n'est pas une fatalité. Ce qu'il y a là, c'est qu'il faut juste faire un dépistage précoce. Ça permet de pouvoir poser le diagnostic le plus tôt possible et dans ce cas, sauver la vie du malade, parce que même si son évolution est lente, il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de cas de décès de cancer de la prostate. Donc, je demande aux Congolais de plus de 50 ans de penser à consulter, de ne pas attendre l'apparition des signes urinaires pour venir à l'hôpital. Merci beaucoup, professeur. Un autre jour, peut-être, on pourra partager encore notre plateau avec vous. Avec plaisir, madame. Vous l'avez compris, plus vite le cancer est diagnostiqué, mieux la prise en charge est efficace, mais surtout maximiser sur la prévention. Allez, on se dit à la prochaine capsule, cette fois-ci, pour parler du cancer colorectal avec des témoignages poignants. À très bientôt sur TLK Média. Au revoir, portez-vous bien.